Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par un tout premier quotidien ce matin, notamment le révélateur du jour, quotidien par lequel on a fini la présentation de la rubrique Quoi de neuf ce matin, lequel nous parle donc, sinon nous emmène au Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et autres. 11 personnes déposées en prison. Laurent Roland Toninkes. Je crois que l'affaire suit son cours. On a pu constater, en tout cas, avec les publications de certains journaux de la presse écrite, qu'il y a eu une malversation à ce niveau et que d'ailleurs cela date de plusieurs années. Et celui qui était responsable de cette structure depuis des années, maintenant sert au plan ouest africain. Et je crois que après les 11 personnes qui ont été arrêtées, que cette personne sera aussi interpellée pour venir donner sa version devant les juges. Parce que au-delà de tout, quand on lit un peu le déroulé de comment est-ce que les choses se passaient dans cette structure, franchement, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait continuer encore sous Patrice Talon. D'ailleurs, celui dont on parle est là depuis des années, mais il est là, Patrice Talon a fait 7 ans. Et durant ce mandat, son équipe a pu se permettre cette déviance dans la gestion des ressources de cette structure. Et d'ailleurs, vous savez, on parle du sida, on parle de la tuberculose, on parle du paludisme. Et quand vous savez que des gens continuent de mourir du paludisme dans notre pays, malgré qu'il y ait des médicaments, malgré qu'il y ait, même au niveau au plan traditionnel, il y a des recettes, au plan moderne, avec les pharmacies, il y a des médicaments, et que même des moustiquaires, parfois, pour en avoir, c'est difficile. D'ailleurs, vous faites bien de proposer cette thématique dans l'étude décalée ce matin. Et quand on sait tout ça, et qu'on sait que c'est cette structure qui devait montrer le chemin, comment est-ce qu'il faut orienter les recherches, le travail pour en même temps, dans une certaine mesure, éradiquer ces maux que sont le sida, la tuberculose et le paludisme dans notre pays. Et quand on sait qu'à ce niveau, alors, il y a mal donne, je me pose la question de savoir comment est-ce que les gens réfléchissent. Ce qui pourrait donner la santé à vos concitoyens, ce que vous devez faire pour préserver la santé de vos concitoyens, je crois que vous siphonnez ces ressources. Et là, finalement, pour aller vous faire, en tout cas, construire les grandes maisons, acheter les grosses caisses, vivre le bling-bling, pendant que des gens continuent de mourir parce qu'ils n'ont pas 100 francs pour acheter du paracétamol. Parce que les gens n'ont pas peut-être 500 francs pour aller acheter un produit contre le paludisme à la pharmacie. Ça pose un problème de conscience, en fait, au niveau de parfois nos cadres. Que les gens réfléchissent pour dire ce que je fais de mauvais dans la gestion de ce qu'on m'a confié, qui ça peut impacter directement et quelles pourraient être les conséquences pour la communauté. Quand les gens finiront par se poser suffisamment cette conscience et cette question et auront suffisamment de conscience, je crois que ça va mettre fin aux situations de malversation que nous constatons ça et là. C'est assez affreux. J'ai de la peine d'en parler parce que je pense que les gens n'ont pas compris qu'ils sont là pour aider la communauté. Ils pensent qu'ils sont là pour s'aider eux-mêmes. Et c'est bien dommage. En parlant de malversation, justement, le quotidien L'Indépendant propose ce matin Wilfried Rumbridji à propos des malversations financières. Le président Talon a eu raison de lancer une lutte implacable contre la corruption. Au fond, ce n'est pas la volonté politique qui manque. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Boni Yayi nous a montré le chemin en marchant. Patrice Talon est venu avec un certain nombre de réformes pour corser un certain nombre de choses. Mais on a compris que ce n'est pas le problème, ce n'est pas la volonté politique. Le problème, c'est les cadres. Le problème, c'est certaines autorités politiques. Et aussi longtemps que les gens ne prendront pas conscience de ce qu'il faut changer les choses, il faut changer parce que nous sommes à une autre époque, c'est que ça va continuer. Patrice Talon n'est pas dans tous les ministères. Il n'est pas dans toutes les directions d'État. Il n'est pas dans toutes les sociétés d'État. Donc, c'est quand il est informé qu'il peut chercher à sanctionner. Mais quand c'est une complicité à tous les niveaux, et que difficilement, même ceux qui doivent lui donner l'information sont aussi corrompus, il ne peut pas avoir l'information. C'est pourquoi moi je dis toujours une chose. Sur des questions essentielles, ne continuons pas peut-être à accuser les chefs d'État.
Et c'est pour ça que j'ai dit toujours à ce pouvoir, ils ont peut-être tort de penser dès les premières heures de l'avènement que c'est Boni-Yayi le problème de la corruption au Bénin. Non, on constate aujourd'hui que ce n'est pas Boni-Yayi le problème de la corruption. Donc on pensait que c'était Mathieu Kékou le problème de la corruption au Bénin. Mais on a vu que sous Kékou, des gens sont ministres, des gens qui ont voulu donner des leçons à Boni-Yayi en son temps, étaient sous Kékou et ont siphonné les ressources de l'État. Mais les mêmes personnes se transforment en donneurs de leçons à chaque époque. Quand ils ne sont plus dans l'opposition, ils se retrouvent dans la mouvance et ils font les mêmes choses. Et quand à un moment donné ils se retrouvent dans l'opposition, c'est eux qui veulent donner des leçons aux équipes qui sont passées avant elles. Et c'est ça le véritable problème. On a tout fait de dire que Mathieu Kékou ne parlait pas, il laissait tout le monde manger. Mais est-ce que Mathieu Kékou même était attaché au matériel? Quand vous regardez la vie, le parcours du monsieur, vous allez voir qu'il n'est en rien attaché au matériel. D'ailleurs, même tout ce que les gens construisent en son nom, avant de sa mort, il a refusé un certain nombre de choses. Il ne voulait pas de cette vie. Il pouvait prendre la maison Filao, là où on a transformé en jardin maintenant, il pouvait faire les papiers et devenir propriétaire à vie. Et donner et laisser les héritage pour ses enfants. Mais il ne l'a pas fait. La preuve, c'est parce qu'il n'y a pas de document qui atteste que c'est sa propriété qu'on a eu la possibilité de dégager ce qu'il avait là comme bâtisse et pour en ériger un jardin. Mais pourtant, sous son régime, des gens ont mangé. Ils mangeaient. C'est vrai que Amoussou Bruno viendra nous dire que sous Boni-Yayi, que les gens mangeaient avec la louche. Mais sous Kékou, ils avaient mangé plus qu'avec la louche. Parce que les gens avaient mangé plus qu'avec la louche. Ils se partageaient les ressources de l'État. On a vu des gens... Écoutez, je ne peux pas citer le nombre de maisons dans Abomey-Calavi seul que je connais qui appartiennent à des anciens ministres de Kékou qui sont des maisons inhabitées, délabrées aujourd'hui. C'est comme si c'était même des maisons hantées. Aucun de leurs enfants ne veut même aller vivre dans la maison. Il y en a plein. Et on vient vers Boni-Yayi. Ah non, il y en a encore là aussi. Et tout ça, c'est des gens qui ont passé leur vie à nous voler. Et il faut vraiment utiliser les vrais thèmes. Des gens qui ont passé toute leur vie à nous voler, sous Kékou, sous Boni-Yayi, et sous Patrice Talon maintenant, ils continuent encore les mêmes choses. Et leur problème, c'est construire de grandes maisons, construire de grosses... D'abord, ils achètent même de grosses caisses parce que comme ils sont au pouvoir, ils ont la facilité d'avoir du carburant. Mais quand ils ne sont plus là, ils ne peuvent plus acheter le carburant. Même pour faire vidage, ils sont incapables. Les moteurs, allez voir dans leur maison des véhicules garés, haut de gamme garés, incapables d'entretenir. C'est pour dire quoi? Vivez du minimum qu'on vous donne. Contentez, c'est-à-dire adaptez votre vie à ce qu'on vous donne. Et d'ailleurs même, adaptez votre vie en deçà même de ce qu'on vous donne. Ça vous permet de vivre longtemps et de vivre sans stress. Mais hier soir, par exemple, j'étais avec quelque part. J'ai vu un très proche de Boni-Yayi. Les conditions dans lesquelles je l'ai vu, je ne citerai pas de nom. Parce que les gens voient quand même, eux tous, la grande partie aujourd'hui, ceux qui sont devenus, certains pas mieux, ils sont devenus très malheureux. Ça fait combien d'années déjà? Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait les choses dans les règles de l'art. Vous n'avez pas respecté. On dit, enfant, et Bessou. Bessou, en réalité, ça, c'est aussi respecter les ressources de l'État et ne pas s'enrichir à tout vent pour faire souffrir des populations qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'école et qui n'ont même pas de moyens pour circuler. Regardez dans Abomey-Calavi, nous avons un maire, nous avons des autorités là. Mais les voies d'accès, difficiles de circuler dans Abomey-Calavi, personne n'en parle. Et pourtant, les gens s'enrichissent au jour le jour. Si je vous résume, Laurent Roland Toninquet, sur le sujet des malversations financières constatées ci et là, le problème n'est pas donc Patrice Talon ou son gouvernement, mais c'est plutôt Niguesson le problème. Non, en fait, on peut reprocher des choses à Patrice Talon et à ceux qui sont au niveau du sommet. Mais au fond, le véritable problème, c'est au niveau du bas. C'est-à-dire les cadres, les collaborateurs. Et la solution, donc, c'est Niguesson. Non, la solution, c'est... non, d'abord, respecter les biens publics, respecter la nature, en tenant compte de ce que si je vole l'argent qui doit servir à acheter ce portable là pour donner à telle population, pour alerter les sapeurs-pompiers ou les policiers, à un moment donné, quand il y a une situation, quand je bouffe l'argent de ce portable, c'est que je suis en train de... Je pose un acte contre nature. Mais en même temps aussi, c'est qu'il faut que les gouvernants sanctionnent sans état d'âme. J'insiste là-dessus. Les cas qui sont en instance là, sanctionnés, ça va montrer ça va décourager de personnes. Mais s'il y a des cas en instance que vous ne sanctionnez pas, les gens vont se dire, mais écoutez, après, je mets 500 millions quelque part, si je vais en prison, peut-être c'est 5 ans, je reviens, je redeviens
plus fort, plus riche. C'est ça le véritable problème. D'accord. Allez, malversation, hein, là encore, on parle de fraude, de tricherie administrative au Bénin. Dans quel compte bancaire étaient souvent versés les fonds de l'ancienne carte d'identité nationale, s'interroge le quotidien L'Indépendant. Patrice Talon doit prendre ses responsabilités et identifier le vrai coupable. Oui, je crois que il veut donner de l'insomnie aux anciens préfets. Je ne voudrais pas être à leur place. Parce que si en réalité, c'était pas mieux, on mis la main dans l'argent que les citoyens payaient pour la carte d'identité, je suis sûr que certains parmi eux ne vont pas hésiter à détaler pour se retrouver hors du pays. Les plus courageux vont rester là jusqu'à ce qu'on leur mette la main dessus. Non, je crois, et d'ailleurs même sous Patrice Talon aussi, il y a des préfets qui ont géré les sous pour les anciennes cartes d'identité. Bien sûr, bien sûr. Quand je dis anciens, c'est anciens préfets, c'est ceux qui ont peut-être servi sous Boniaï aussi, également. Donc, il doit pouvoir, si on va peut-être dans les préfets faire des audits, est-ce qu'en réalité tout est blanc là? Si quelqu'un a pris l'argent des cartes d'identité, que la personne commence à faire le point et retourner, s'il a des parcelles ou bien des maisons achevées, inhabitées quelque part, qu'il aille purement simplement vendre la maison ou la parcelle pour payer, pour éviter la prison. Parce que quand ça commence comme ça, attention, ça finit toujours par vous amener vers misérité. Hein. Et là-bas, selon les dernières informations, c'est même plus la joie. Parce qu'après, à force de dégager tous ceux qui assurent la sécurité là-bas, une fois, deux fois, je crois que les mesures sont corsées là-bas. Donc ce n'est plus prison aux normes internationales où on peut se permettre tout. Les gens feraient mieux de gérer. Et c'est pour ça aussi, vous imaginez, si par exemple on doit faire on doit rappeler et demander à tous ceux qui ont géré ce dossier-là de rendre gorge aujourd'hui. Quelqu'un qui a été préfet sous Boniaï, peut-être de 2006 à 2008 ou de 2006 à 2009, et qu'on a déchargé même à un moment donné sur un coup de tête, comme ce fut le cas par le passé. Imaginez qu'aujourd'hui, maintenant, on dit ça, et peut-être qu'il avait déjà bouffé peut-être 2 millions, 3 millions dans ce dossier-là. Et là, maintenant, il n'a même plus 2 millions dans son compte quelque part. Ou même s'il en a, c'est qu'il vit d'abord avec les problèmes inhérents. Hein. Le plus souvent, quand ils ne sont plus au pouvoir, ils tombent beaucoup plus malades. Si c'est pas... Et comment vous appelez ça? Il y a une maladie dont ils souffrent souvent là. Ça m'échappe. Mais il y en a parmi eux qui font l'attention. Mais il y a une maladie là, une maladie de dos, j'oublie, ça m'échappe, qui fait que parfois beaucoup parmi eux voyagent beaucoup. C'est ça le drame en réalité. Je n'ai jamais compris ça. Vous voyez des gens, bling bling, gouvernants, ils sont forts, c'est eux. Mais une fois qu'ils ne sont plus là, vous allez voir, ils ont ces maladies bizarres qui les font voyager tout le temps. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller faire le bilan chaque fois en France. Au point où, d'abord, il n'a plus de prise en charge au niveau de l'État. Donc, c'est lui-même qui sort l'argent et il s'appauvrit totalement. Donc, je crois que, en fait, les aînés, les premiers qui ont réussi à siphonner les ressources de l'État, à devenir milliardaires du jour au lendemain, mais qui finalement ne sont plus milliardaires, doivent pouvoir organiser des séances pour sensibiliser les nouveaux cadres en réalité. Pour leur dire, écoutez, l'argent là, c'est bon, quand vous prenez, c'est doux, hein, mais à fond, après, c'est-à-dire qu'on n'en jouit pas pour autant, hein, parce que tu tombes malade, tu vas en France tous les 2 mois ou bien par mois, tu dois te retrouver là-bas. Et ça, c'est pas une mince affaire. Le billet, ça coûte cher. Vous devez rester à l'hôtel là-bas, vous devez aller à l'hôpital, payer tout ça. S'il y a des gens parmi eux qui sont suffisamment dévoués pour la République, moi, je leur demande, par exemple, ce matin, de prendre leur courage à 2 mains et de venir sensibiliser les nouveaux cadres pour dire, l'argent là, quand vous volez, c'est trop doux de voler. Mais après, les conséquences, les personnes ne vous chassent, hein. Personne ne vous dit rien, mais vous investissez au point où vous vous appauvrissez. Je crois qu'il faut identifier des personnes comme ça. Et si les gens sont volontaires, si nous suivons ce matin, ils sont volontaires, je suis prêt à les prendre pour qu'ils parlent à la nouvelle génération, pour qu'ils comprennent, pour que les jeunes générations comprennent que l'argent illégal crée des problèmes à vie. Et on s'appauvrit encore plus après. Parfois, on meurt dans la souffrance en réalité. Laurent Roland Todoniquet, on reste avec le quotidien L'Indépendant en mode sport très rapidement, infrastructure sportive, bientôt un stade international à Parakou. Oui, je crois que non, c'est une annonce faite par le ministre des Sports. Hein. Et c'est un souhait du gouvernement, parce que Parakou, ce n'est plus une petite ville, pour autant. Et donc, il serait bien, si on veut organiser les grandes compétitions, les compétitions internationales, on ferait mieux aussi d'avoir un stade
des normes internationales du côté de la partie septentrionale. C'est mieux de le faire et pour faciliter, comment vous appelez, permettre à ce que les gens jouent de tous les deux côtés. Parce qu'en réalité, quand on dit une compétition internationale comme la CAN, c'est de permettre aussi aux gens de découvrir votre pays. Donc si vous avez seulement un stade à Cotonou et un stade que je ne sais pas, hein, des années 50 à Akpakpa, René Pleven, où vous avez celui de Porte-Nouveau qui aussi ne répond plus pas pour autant aux normes internationales, et que tout sera concentré à Cotonou, à Porte-Nouveau, c'est pas ça. Découvrir votre pays. Si vous avez, par exemple, un stade à Parakou et que vous avez l'aéroport de Parakou à côté qui sera, normalement, doit être revu, quand vous avez tout ça, vous permettez aux gens de prendre le vol, de découvrir votre pays, d'aller à Parakou, par exemple, d'aller découvrir votre pays. Donc, c'est une bonne chose que de faire ça. Il ne sert à rien. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on installe, qu'on ait toutes les structures étatiques à Cotonou. Tout est concentré à Cotonou. Tout est concentré à Cotonou. Et je crois qu'il faut trouver la formule. Voilà, je sais qu'il y a le ministère d'enseignement maternel et primaire qui, en fait, à Porte-Nouveau, des enseignements maternels et primaires qui est à Porte-Nouveau. On ferait mieux de délocaliser certaines structures de l'État vers d'autres régions pour permettre à ce que les gens aient du plaisir à aller habiter dans ces régions-là, s'installer dans ces régions. C'est une bonne chose. Donc un stade là-bas, ça va aussi contribuer à faire beaucoup de choses. L'indépendant, toujours, Laurent Roland-Tonnet-Inquès, réforme en vue dans le secteur de l'urbanisme au Bénin. Le gouvernement propose une nouvelle loi aux députés. Oui, telle que l'urbanisation est faite au Bénin, je crois qu'il faut vraiment une loi et refaire les choses parce que n'importe qui se lève, fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, l'État aussi fait des choses. Je crois qu'une loi sur l'urbanisation, une loi dans le secteur de l'urbanisme aujourd'hui contribuerait à améliorer les choses, telles que nous avons l'habitude de diriger les bâtisses, comment est-ce que nous faisons les voies, un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses à corriger en la matière. Et avec une loi, parce qu'en fait, si l'État décidait de mettre en action cette chose, on dira oui, que l'État ne respecte pas les citoyens. Mais s'il y a une loi, la loi s'impose à tout le monde. Hein. C'est la loi. Elle est due, mais on subit. Dura laisse, c'est de laisse. Voilà, et donc c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est même mieux parfois de passer par des lois. Et le gouvernement fait bien de passer par une loi. Et c'est vrai qu'une loi, d'accord, mais bon, c'est vrai, si le contenu n'est pas entièrement bon, il faut que les gens aient le courage de corriger certaines choses dans cette loi, excusez, pour permettre aux citoyens d'être aussi protégés. Il ne faut pas que ce soit une loi qui vienne aussi brimer les populations. Un tour à la Cour constitutionnelle à présent avec le quotidien Les Nouvelles du jour. Laurent Roland-Tonnet-Inquès, recours contre la nomination de Rwandais à la tête de l'ANIP. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Oui, la Cour se déclare incompétente. Je crois que la Cour n'a rien à dire en la matière. Pourvu que Pascal Nyamoulinda fasse bien son travail. Parce que s'il fait mal, je crois que ceux qui l'ont amené vont bien entendre les Béninois. Et pour honorer ceux qui l'ont amené, c'est qu'il a l'obligation de faire bien son travail. La Cour se déclare incompétente. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prononcer là-dessus? Je pense que non. Parce que c'est le contraire qui aurait étonné. Le contraire d'une telle décision qui aurait étonné. D'abord, ils viennent d'arriver. Ça va être un affront pour eux que de se prononcer sur un tel sujet pour dire que le gouvernement a mal fait de confier l'ANIP à un expatrié. Donc, ça ne surprend pas. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Voilà. Disons, c'est un sujet qui est vidé, il faut se concentrer maintenant sur le travail. Voilà, le sujet est vidé, concentrons-nous sur le travail. Autre sujet vidé, toujours à la Cour constitutionnelle, oui. C'est ce recours contre Maître Jacques Migan pour ce qui est des propos tenus par donc Maître Jacques Migan quant à un troisième mandat, quant à la possibilité d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Laurent. Oui, la Cour a dit que Jacques Migan n'a pas violé la Constitution. La Constitution, justement. Non, je crois que quand les gens disent 5 ans, c'est 5 ans, on a pu voir comment est-ce que
ils ont été traqués. Et quelqu'un qui dit maintenant que l'autre qui a fait un mandat est en train de faire son second mandat et que c'est bien écrit dans la Constitution que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats et que lui, il appelle à un 3e mandat, ce qui est anticonstitutionnel, mais que la Cour dit qu'il n'a pas vu la Constitution. C'est vrai que les décisions de la Cour sont sans, non, mais je ne... sont sans recours. Oui, justement, la Cour dit qu'il n'a pas vu la Constitution. Oui. Moi, je n'aime pas faire le droit dans ma vie. Ben j'ai voilà. fait sociologie. C'était une question de journaliste. C'était voilà. une question de journaliste. Non, question rhétorique. Pour dire, au fait, oui... bon, ça veut dire que n'importe qui peut se lever maintenant et appeler Patrice à faire un 3e mandat. Allez-y les gars, appelez Patrice à faire un 3e mandat. La Cour vous donnera raison. Laurent Roland Tonneikes. Allez, on va s'intéresser à un autre sujet à présent. La fédération, je vais y arriver, au niveau justement du quotidien La Sentinelle du Golfe par exemple. Donc la FAPHB exprime ses profondes gratitudes au président Patrice Talon pour ce qui est de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Patrice Talon a fait fort en mettant, en tout cas avec ses décrets d'application, il a fait fort, ça il faut l'avouer. Ces personnes vivant avec le handicap, je crois que depuis quelques jours se réjouissent. Il faut que maintenant qu'on passe, on a assez félicité le gouvernement, on a assez fait la vulgarisation de ces décrets d'application. Maintenant, passons à l'acte. On a trop bavardé sur la question et je crois qu'on bavarde même trop sur la question. Passons de la parole à l'acte. Passons donc à l'acte. Laurent Roland Tonneikes, en voici un qui est déjà passé à l'acte. À la une du quotidien Le Grand Jury, appui à l'APE pour l'aménagement de l'EPPC Domel, Léopold Zinsou, toujours dans ses œuvres sociales qui impactent les populations. Alors, il me plaît bien de me prononcer vraiment sur ce sujet parce que ce monsieur, je ne le connais pas, ça Dieu le sait, je n'ai pas de lien avec lui. Mais je crois que oui, c'est un cas d'école. La plupart du temps dans ce pays, quand vous voyez les acteurs politiques faire des œuvres sociales dans leur région, c'est dans les périodes préélectorales. Et vous les voyez tout le temps donner ciment quelque part, feuille de tout quelque part, aller offrir des cahiers à des enfants, aller offrir des vivres à des populations. Et on a pu le voir même à la veille des législatives. Ce monsieur, moi je l'ai vu donner des choses dans la commune d'Abouin-Clavi. Et il fut au moment où je disais, mais est-ce que ce n'est pas à cause des élections qu'il faisait? Mais j'ai été surpris de comprendre que d'abord, il n'a pas été candidat. Mais après les élections, il a continué cette action sociale. Voilà, je crois que c'est un monsieur à saluer, à honorer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de constater que oui, il n'y a pas d'enjeu et les gens font du bien. Toutes catégories confondues, tant qu'ils sont, hein, c'est quand il y a élection que vous les voyez. Si ce n'est pas les associations caritatives, c'est autre chose. Le reste, c'est quand vous voyez un béninois se lever pour aller donner de son gré comme ça. La plupart du temps, c'est vraiment un philanthrope. Autrement, là, c'est qu'il a des ambitions. Et d'ailleurs, même, on les connaît à la veille de chaque élection. Et ce monsieur, je crois que la commune d'Abouin-Clavi le mérite d'ailleurs. Et lui doit beaucoup de reconnaissance parce que on est passé déjà depuis janvier de la période électorale à la période post-électorale. Aujourd'hui, on constate qu'il continue de le faire et quand il est sollicité, il n'hésite pas à agir et à soutenir, à se mettre au chevet des populations. Je crois qu'il faut continuer à l'encourager et s'il y a des gens qui ont envie de le soutenir, d'aller le soutenir. Si des associations veulent l'associer à leurs actions, de l'associer parce que j'ai compris que... Même si c'est parce que les gens vous diront que oui, peut-être qu'il prépare le terrain pour 2026. Mais imaginez, il va faire jusqu'en 2026. S'il le fait jusqu'en 2026, c'est à saluer. Absolument. Et d'ailleurs, même s'il le fait d'ailleurs même jusqu'en 2026, j'aurais aimé quelqu'un comme ça, député ou maire, plutôt que de voir ceux qu'on voit, qui viennent nous. Ceux qui le font de manière. Oui, j'aurais aimé voir ce monsieur député ou mais plutôt que de voir ceux qui viennent nous baratiner à la veille des élections avec un sac de kilos, 4 sacs de riz de 25 kilos et distribuer avec un bidon d'huile de 25, un bidon d'huile et dit qu'ils ont fait le social pour tromper la population, avoir les suffrages et après, silence radio ne les voit pas pendant 3 ans, 4 ans. Je préfère des gens comme ça parce que c'est quelqu'un qui peut partager, qui vit du partage. Mais je ne dis pas de faire des choses malsaines pour venir partager. Parce que
De la même manière que, monsieur le dépôt, je vous félicite ce matin. Si votre nom est cité dans un dossier, je ne vous ferai pas de cadeau. En tout cas, je vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Je précise ce matin, ce que vous faites est à saluer. Mais si vous faites des choses illégales, en tout cas, si ça vient, moi aussi, je vais opiner encore là-dessus. Félicitations à vous quand même. Mais faites les choses normalement et nous allons continuer à vous soutenir, à vous féliciter, à vous honorer. C'est moi. Avec Dabarou Info, on apprend ce matin, Laurent Roland Tonin, qu'est-ce que pour pollution sonore, des citoyens exigent 5 millions d'un gérant de bar. Oui, bon, je n'ai pas compris clairement pourquoi est-ce que c'est comme ça que les populations vont demander que les gérants donnent l'argent. Est-ce que c'est la loi qui exige qu'on donne? Non, la pollution sonore, le problème de la pollution sonore est assez crié à ces derniers temps. À tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Que ce soit dans les bars, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les quartiers, les artisans. Les gens n'ont pas encore compris fondamentalement ce que dit la loi. Et c'est ça le problème. Ça peut tomber sur n'importe qui à tout moment. Et il va falloir que les gens se ressaisissent et comprennent que dans une tranche d'heure donnée, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand les gens auront suffisamment... Il faut une vulgarisation de la loi en réalité. Parce que nous, on en parle ici, mais est-ce que d'autres personnes suivent? Est-ce que d'autres personnes sont vraiment... ont les vraies informations du décibel qu'il ne faut pas dépasser en journée, du décibel qu'il ne faut pas dépasser dans la nuit, dans le week-end. Moi, quand je suis à l'église, malheureusement, j'ai un sonomètre sur mon portable. Hein. Et quand il sonne 21h automatiquement, j'informe la leader de l'église pour dire diminuez-moi le son là-bas. Et on met le sonomètre pour mesurer. On mesure toujours avec le sonomètre pour savoir à quel niveau on se situe, pour ne pas se faire taper dessus. Donc, que les gens installent, c'est facile sur, comment vous appelez, le Play Store. Les smartphones. Oui, voilà. Installez un sonomètre sur votre portable. À une heure donnée, essayez de lancer ça pour voir le niveau, le décibel. Ça vous permet au moins d'être sensiblement dans la norme. Même quand les policiers viendront, le son ne sera pas trop, ne va pas dépasser les limites. Mais si vous restez là à penser que, bon, oui, peut-être que personne ne viendra vous arrêter, ils viendront prendre vos effets, ils vont vous créer des ennuis, et peut-être les populations, si vous demandez, auront aussi à vous de payer 10 millions. Bon, je crois que ce géant de bar doit pouvoir voir comment gérer ça. Si la loi, si c'est au tribunal que les citoyens demandent ça, c'est à la justice de trancher. Merci à vous, Laurent. Roland Toné-Inkes. Précisons, hein, comme l'information est donnée par les quotidiens ce matin, que bien, la délibération pour ce qui est du BEPC est prévue pour le 8 juillet prochain, tandis que d'autres quotidiens parlent par exemple du 7 juillet. Toujours est-il que, oui, les différents candidats doivent avoir en ce moment le cœur haut, Laurent Roland Toné-Inkes. Je parle de la délibération pour oui, non, le BPC, justement. C'est pour demain. Pour demain, le 7. Ce sont les informations que j'ai reçues. Donc, on annonce le 8 ? Oui, non, ça doit être pour demain. Et puis, les gens ont tout fait de balancer des pourcentages hier. Des pourcentages d'ailleurs même qui ont surpris en réalité, avec le taux qu'on a pu voir. Continuons à prier pour les candidats et souhaiter que les meilleurs réussissent. Il ne faut pas qu'on nous fasse beaucoup de rachats pour avoir encore des gens qui ne peuvent pas s'exprimer correctement en français dans nos collèges et à l'université de surcroît. Il faut commencer par... D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un monde de concurrence. On ne va pas continuer à faire de la complaisance, à faire passer des gens, des enfants, parce qu'on veut nécessairement un bon score. Il y a que, on dit qu'il y a les enseignants ne font plus de grève, et donc en réalité, il n'y a pas de raison que les pourcentages chutent et qu'il faut faire tout pour que le pourcentage soit bon. Attention, si un enfant ne mérite pas, c'est qu'il ne mérite pas, qu'il échoue. Mais même si mon enfant était dedans, qu'il échoue, pour simplement. D'ailleurs même, je ne suis pas dans la complaisance. Allez, c'était les analyses et commentaires. Certains parents qui ont dépensé leur sous vont s'énerver pour dire qu'est-ce qu'il dit. On a dépensé de l'argent. Mais il vaut mieux avoir un enfant bien formé que d'avoir un enfant mal formé qui demain ne peut pas assurer, faire face à la concurrence. Aujourd'hui, avoir de l'emploi, c'est de la concurrence. Et si vous n'êtes pas bon, c'est que vous n'êtes pas bon. Si vous êtes bon, vous pouvez faire tout peut arriver, vous ne serez pas détrôné. On ne peut pas vous balayer n'importe comment. Mais si vous permettez à ce que vos enfants aient le niveau minimum, ils seront quelque part pour travailler. Mais les gens n'hésiteront pas à les renvoyer tout le temps. Ils se foutent pas mal de d'eux. Ou parfois, si c'est vos filles,
il y a un directeur, parce qu'il sait que la fille n'a pas de compétences, veut toujours coucher avec la fille à tout moment. Partout où elle va passer, on voit qu'elle n'a pas le niveau, on va vouloir coucher avec elle, on détruit sa vie. Il vaut mieux accepter que les enfants soient bien formés, avec de bons résultats d'ailleurs. Un conseil de Laurent Roland Tononigues aux uns et aux autres ce matin.